Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, Chamboula. Très bien. Alors, super. Alors, bienvenue à tous dans cette conférence. Nous sommes ravis de vous recevoir. Aujourd'hui, en ma qualité d'initiateur de ce programme de conférence Inspire, nous avons l'honneur de recevoir Dr. Ki Abdourahim. Alors, je continue d'accepter les personnes qui arrivent. Je continue d'accepter les personnes qui arrivent. Toutefois, nous allons démarrer le programme dans sa version prévue. Il est 10 heures. Et donc, aujourd'hui, Dr Rahim aura à charge de nous expliquer tout son parcours doctoral, sa résilience durant ce parcours doctoral. Mais au-delà de la recherche, il va aussi nous partager son expérience concernant sa capacité à se challenger pour intervenir sur le concours international ma thèse en 180 secondes, comme il a fait pour être le lauréat en Côte d'Ivoire et être le prix public en Roumanie, quand il a représenté la Côte d'Ivoire à l'international. De maintenant jusqu'à 11 heures, nous avons juste 1 heure de temps pour les échanges. Et par conséquent, ce que je vais demander aux uns et aux autres, c'est vraiment de préparer les questions dans le chat, ok, le chat, parce que euh, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de micros ouverts. Par conséquent, il est bon que vous posez les questions par le chat directement. Alors, le programme d'aujourd'hui, il est simple, hein. Euh, il va demander est-ce qu'on ait des règles. Les règles, c'est que tous les micros soient coupés durant les interventions. Durant la session des questions, éventuellement, on peut poser des questions par micro. Sinon, euh, on peut juste revenir sur les questions qui sont posées dans le chat. Donc, si vous avez des moyens d'enregistrer, oui, il n'y a pas de problème. Si vous avez un moyen qui vous autorise à enregistrer la conférence, nous, on n'a vraiment pas de souci là-dessus. Vous pouvez le faire. Le timing il est vraiment serré, c'est 60 minutes, d'accord? Donc, je vous demanderai d'être très, très à l'aise, très disponible durant cette période-là. Alors, le programme, il est comme suit. Il a commencé par l'accueil et le cadre que je viens de poser. Et par la suite, on va présenter la conférence Inspire. On va parler ensuite du conférencier. Et après les premières 10 minutes, le conférencier prendra la parole pour 20 minutes. Dans la première partie, il va expliquer sa résilience de son parcours de thèse. Dans la deuxième partie, il va expliquer comment est-ce qu'il a fait pour remporter le concours ma thèse en 180 secondes. Et dans la troisième partie, il y aura une session de questions-réponses qui va durer 15 minutes. Donc, après la 30e minute à la 45e minute, nous aurons des questions-réponses en direct. Et après, il va nous donner des conseils, des défis pour que on puisse chacun de nous se préparer. Voilà le programme aussi présenté. Alors, la conférence Inspire, c'est quoi en fait? D'abord, c'est une conférence pour les jeunes chercheurs, ok, les chercheurs même confirmés. C'est une conférence pour faire du partage d'expérience. C'est que ce partage d'expérience, c'est un témoignage de votre expérience de chercheur, des outils pratiques que vous utilisez, et puis bien sûr, échanger avec l'auditoire. C'est vraiment cela. L'objectif, c'est vraiment de donner beaucoup d'inspiration parce que le parcours doctoral, c'est un véritable marathon qui est jonché de beaucoup d'obstacles. Et c'est vraiment que cet échange-là de parcours, ça permet aux uns et aux autres de comprendre que ils ne sont pas seuls dans leur coin en train de faire la recherche, mais ils doivent savoir que beaucoup d'autres rencontrent les difficultés qu'ils rencontrent ou ont déjà rencontré. Voici les méthodes que j'utilise. Et peut-être même que leur cas est bien meilleur ou pas du tout. D'accord? Mais le plus important, c'est de se dire que nous avons un groupe d'échange, un groupe de partage d'expériences, de passage d'outils, pratiques qui peuvent nous permettre de nous aider les uns et les autres pour que chacun de nous puisse terminer sa thèse. C'est vraiment ça l'objectif des conférences Inspire. Donc, c'est vraiment pour inspirer, ok, pour inspirer de la confiance, pour inspirer des idées,
pour inspirer des méthodologies, etc., etc. Donc voilà la conférence présentée dans, de son objectif. Il est naturellement adressé aux doctorants, aux jeunes chercheurs, mais ça peut être aussi le cas pour des masters 2, pour des licences 3, voilà, des personnes qui sont désireuses de faire de la recherche. Alors, je présente sans plus tarder Dr. Ki Abdul Rahim. Alors, Dr. Ki Abdul Rahim, spécialiste en anatomie et écophysiologie végétale. Il a été le premier prix national de recherche EXPO en 2024, l'année dernière. Et cette année, il a été le premier prix et prix du public national en Côte d'Ivoire pour le concours Ma thèse en 180 secondes. Et il a aussi représenté la Côte d'Ivoire en Roumanie, où il est revenu avec le prix du public de ce même concours, Ma thèse en 180 secondes, mais cette fois-ci au niveau international. Pour ce mois de novembre qui démarre aujourd'hui, c'est notre premier conférencier. Il va nous partager son expérience sur son parcours doctoral, mais aussi sur le concours, sur sa participation au concours Ma thèse en 180 secondes. Docteur Ki, est-ce que vous êtes connecté? Oui, monsieur, je suis connecté. D'accord. Alors, docteur Ki, je vous laisse le micro. Vous pouvez commencer. Ok, dès que je partage mon écran rapidement. D'accord. Ok, j'espère que tout le monde voit mon écran. Oui, très bien. Ok, ok. Bonjour tout le monde. Attendez, j'active ma caméra pour qu'on puisse voir le visage qui se trouve derrière cette voix qui part. C'est bon? J'espère qu'on me voit. Oui, oui, on te voit bien et ça marche bien. Vas-y, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur pour cette présentation. Voilà, bon, comme il a dit, c'est déjà un partage d'expérience. Et avant de commencer toute chose, déjà, je voudrais remercier tout le monde. Déjà remercier M. Boula qui, par son initiative, va permettre vraiment, par les différents partages, à être plus efficace dans la thèse et dans tout ce qu'on va faire. Voilà. Et remercier aussi chacun de vous ici présents. Voilà, parce que ce prix du public là, sans vous, franchement, je ne l'aurais pas eu. Voilà, c'est déjà une victoire qui est collective, moi je le dis toujours. Donc, déjà vous remercier aussi dans ce sens-là. Voilà, bon, sans plus tarder, comme on n'a pas le temps, et vraiment une heure ne peut pas suffire pour tout dire, pour expliquer ce qu'on a vécu, peut-être en 3 ou 4 ans, mais bon, on va essayer de faire une synthèse et puis donner les grands points. D'abord, la partie 1 qui est là, c'est plus ou moins la résidence doctorale. J'ai essayé de grouper afin de vous expliquer un peu, voilà, point par point, ce que j'ai eu à traverser. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent ça déjà. Voilà, donc, en tant que doctorant, franchement, lorsqu'on s'inscrit d'abord en thèse, on est galvanisé, on est dévoué, on dit bon, on doit vite finir et souvent on va vite en besogne et on n'arrive pas vraiment à se mettre un bon emploi du temps en place et tout. Et moi, franchement, ça m'a fatigué au départ parce que je voulais tout faire en même temps, c'est-à-dire tout faire pour vite finir, tout faire, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune organisation. Et franchement, j'étais fatigué. À un moment donné, j'étais fatigué. Et c'est bien plus tard que j'ai pu trouver un moyen, voilà, pour pouvoir mieux être organisé. Et si vous voyez la première ligne ici, j'ai mis fatigue parce que franchement, en tant que doctorant, arrivé à un certain moment, on n'arrive plus à rédiger, on n'arrive plus à lire, on n'arrive pas à faire quelque chose. Peut-être on a d'autres activités et pour pouvoir pallier ce problème-là, moi j'ai essayé de me fixer peut-être un objectif, de travailler au moins 1h30 par jour, voilà, sur ma thèse, c'est-à-dire quelle que soit mon activité, quel que soit ce que j'ai fait, si je travaille, si je dois aller faire peut-être
mes petits gombos, bien si je dois faire, en tout cas, je consacre au moins 1 heure de temps dans mes 24 heures pour la thèse, soit pour lire, soit pour avancer dans la rédaction, soit pour chercher une méthodologie. Plus ou moins, c'est ce que je faisais. Et pour pouvoir m'aider dans cela, j'ai utilisé des agendas personnels, mais on va en parler plus tard devant. Voilà, ici, c'est d'avoir une vue d'ensemble, et puis bon, après, on pourra mieux approfondir par rapport aux questions. À un moment donné aussi de la thèse, bon, ça arrive à tout le monde. Voilà. Il y a soit un manque de matériel, il y a peut-être il y a des solutions qu'on n'a pas en tant que biologiste, il y a des solutions qu'on n'a pas, il y a un type de matériel précis qu'on n'a pas. Donc, comment est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'asseoir pour attendre peut-être que ce matériel-là soit là, ou est-ce qu'on doit... Bon. Là, sur ce point-là, j'avais un souci de matériel et j'avais pas d'argent pour payer ce matériel-là. Et bien vrai que j'étais sur un projet, mais le projet m'a fait comprendre que ce type de matériel-là dépendait vraiment de moi parce qu'il ne pouvait pas gérer ça. Donc, vu que je n'avais pas vraiment les sous pour payer le matériel, en attendant d'avoir les sous pour payer le matériel, franchement, je me suis concentré sur autre chose. J'avais fait mon programme par rapport à ça. Et comme il y a eu un obstacle sur ça, j'ai cherché à avoir un autre aspect de ma thèse parce que pour la thèse, il y a plein d'aspects. Il y a l'aspect, bon, vous le savez déjà, hein, voilà. Il y a l'aspect bibliographie, revue de la littérature, peut-être les recherches des méthodes. Il y a l'aspect rédactionnel, analyse des données, voilà, collecte des données, tout. Donc, j'ai essayé de cibler un aspect que je pouvais faire séance tenante en attendant d'avoir une solution pour avoir mon matériel au laboratoire. Donc, ici, l'outil que j'ai plus ou moins utilisé, c'est d'avoir une planification flexible. Voilà. C'est de ne pas être figé pour dire, bon, moi, je me dis, ce mois-là, je dois faire ça. Et quand il y a une difficulté, je fais tout pour pouvoir faire ça. Non. On peut se pencher vers une autre chose et après revenir. Mais l'essentiel, c'est de ne pas être là à ne rien faire. Voilà, c'est ce que j'ai eu à faire sur ce volet-là. Après, j'ai utilisé un logiciel qui vraiment... Là, j'ai fait une erreur, hein, franchement. J'ai utilisé un logiciel, j'ai pas demandé à quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai pris le logiciel, j'allais regarder sur YouTube, j'ai utilisé le logiciel. Et c'est bien plus tard, 2 à 3 mois après, qu'en causant avec un dévancier, il m'a fait comprendre que non, ce logiciel-là n'est pas adapté pour ça. Même si ça peut faire ça, mais ça ne peut pas, ça ne peut pas clairement t'aider à obtenir ce que tu veux. Et voici tel logiciel qui peut t'aider à faire ce que tu veux. Voilà, je me suis senti un peu bête parce que je pouvais lui demander au départ, mais je me suis entêté, voilà, pour dire, bon, je vais aller faire un autre logiciel, tout et tout. Donc là, ce que moi je peux dire sur ce point-là, peut-être avant d'utiliser un logiciel, soit se renseigner vraiment auprès de ceux qui sont déjà là, ou même si vous devez peut-être vous auto-former sur un logiciel, mais de faire vraiment attention, quoi, parce que souvent on finit de faire un truc et puis après on se rend compte que voilà, ce n'est pas le logiciel qu'on devait utiliser. Vu que moi je travaillais sur les mesures des images microscopiques. Voilà, j'ai utilisé un logiciel de Leica. Bon, Leica, ceux qui ont utilisé le microscope Leica, ils savent plus ou moins qu'il y a un logiciel à part qui permet de mesurer tout et tout. Et puis j'ai utilisé ce logiciel-là. Et j'avais un souci sur comment convertir de pixels en millimètres pour pouvoir collecter mes données. Donc là, ça m'a vraiment fatigué. Et moi, ce que je peux dire sur ça, c'est vraiment soit d'approcher ceux qui pourraient maîtriser ce logiciel ou de faire vraiment attention sur les logiciels qu'on utilise parce qu'après, ça nous rattrape. Souvent, ça nous rattrape jusqu'à ce qu'on puisse faire peut-être notre première présentation à l'école doctorale. Et là, on nous fait comprendre que non, ce que tu as fait pendant 3 mois là, c'est pas ce que tu devrais faire. Voilà, donc, et aussi, j'ai perdu mes données pendant un certain moment. Voilà, j'ai perdu mes données, j'ai perdu ma clé USB. J'ai fait l'erreur de mettre sur ma clé USB et j'ai perdu mes données à un certain moment. Et bon, après, je suis revenu au laboratoire, vu que j'avais les échantillons, et j'ai repris mes images microscopiques. Mais moi, ce que je peux dire vraiment, si vous avez un drive, n'hésitez pas à peut-être payer de l'espace, mais sur Google Drive, vous payez un espace et puis vous stockez vos trucs là-bas comme ça. Voilà, vous êtes serein, vous êtes en sécurité, quoi. Voilà.
Maintenant, hormis ça, le, la quatrième ligne ici, j'ai mis régé d'articles. J'ai passé 6 mois à trouver une revue et j'avais trouvé trois revues. Et ces trois revues-là ont rejeté mon travail. Bon, pas parce que le travail n'était pas bon en lui-même, mais parce que je n'ai pas vraiment pris la peine de voir vraiment les objectifs de cette revue-là. Voilà. Et aussi, peut-être les standards de cette revue-là. Et quand je finissais de choisir une revue, c'est fini, je m'assois et puis j'attends la réponse de la revue. Et c'est quand la revue me dit, bon, on n'accepte pas que je vais maintenant chercher une autre revue. Donc, sur ce point-là, pour ne pas que peut-être quelqu'un puisse vivre ces mêmes choses-là que moi, peut-être c'est mieux de faire un listing de peut-être 10 revues, de 10 revues scientifiques qui sont dans notre domaine. On peut dire peut-être c'est un stock qu'on a. Au cas où une revue refuse, on utilise une autre revue. Voilà, pour ne pas perdre de temps parce que c'est souvent on minimise une semaine, on minimise 2 semaines, mais ce sont ces petits jours-là qui vraiment nous aident à vite avancer. Et une chose est sûre, pendant la thèse, on sera forcément, voilà, on sera forcément démotivé. Il faudrait qu'on le dise. On sera forcément démotivé. Pour moi, c'est demander même est-ce que cette thèse-là en vaut la peine parce que je ne comprends pas, je n'avance pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais il faudrait toujours savoir que, se dire aussi que la thèse, c'est pas une vitesse en fait, c'est une course d'endurance. Alors, on le dit de façon englobée comme ça, mais après, il faut avoir son point d'ancrage, il faut avoir son énergie, voilà, son énergie où se réfugier, quoi. Avoir une personne avec qui discuter lorsque c'est compliqué. Voilà, moi, j'avais une dévancière au laboratoire de génétique, voilà, je vais taire son nom. Quand c'était vraiment compliqué, je l'appelais et je lui expliquais pour qu'elle puisse vraiment me donner des directives parce que en parler, ça fait du bien. Voilà, ne pas rester seul dans son coin pendant la thèse, quelles que soient les difficultés. En parler, ça fait du bien. Trouver son point de refuge, pouvoir en parler et vraiment ça fait du bien. Et discuter beaucoup avec les dénonciers, ça nous aide. En gros, c'est de façon, je peux dire, englobée que j'ai mis ici les différentes difficultés que j'ai vécues pendant la thèse. J'ai essayé de faire un gros plan pour ne pas trop détailler parce qu'il y a tout plein de choses après. Mais je pense que c'est pas vraiment pertinent pour l'expliquer ici. Maintenant, après, avec les questions, je pense que je pourrais approfondir si certaines choses, s'il y a des incompréhensions sur ce volet-là. On va passer à un autre volet, voilà, qui est le concours ma thèse en 180 secondes. Déjà, pour ce qui est passé, vous pouvez préparer vos questions dans le chat, voilà, pour qu'on puisse approfondir certaines parties que vous n'avez pas bien compris. Maintenant, pour ce qui en est du concours ma thèse en 180 secondes, voilà. Bon, certains diront peut-être que c'est la chance, c'est la chance, mais après, la chance aussi, ça se travaille. Voilà. On n'est pas assis comme ça et puis bon, on dit, bon, comme toi, tu es le plus chanceux, vas-y, tiens, on te donne le prix, on te dit, bon, tu es le vainqueur de telle ou telle chose. Voilà. On est tous d'accord que le jury, si le jury change, les résultats peuvent changer. Mais ça n'enlève à rien notre façon de nous. Et c'est sur ça que moi, je vais intervenir. Voilà. Ici, c'est mis également de façon englobée. Voilà. Après, il y a les approfondissements qui devront être faits, en fait. Voilà. Donc, déjà, il y a une structure à respecter au niveau des MT 180. Voilà, pour ceux qui seront intéressés, il y a un document qui est là, voilà, pour expliquer comment faire l'accroche, comment énoncer le problème, comment comment faire l'approche pour parler de sa méthodologie, comment présenter ses résultats pour que les gens puissent, puissent s'approprier de ces résultats-là, comment montrer l'impact de ces résultats au public qui est profane et comment faire la chute afin que ce public-là puisse retenir le message essentiel. Et tout ça, c'est dans un but vraiment d'expliquer le plus simplement possible. Parce que souvent, on a tendance à dire que non, moi, mon domaine-là, il est un peu technique. Donc, je ne pense pas que si j'explique à quelqu'un qui ne connaît pas mon domaine, il ne va pas comprendre.
Voilà. Et puis, les temps, on a eu des gens, des candidats qui ont fait des présentations MT180, ils ont fait les maths. Ils ont fait les maths, ils sont venus présenter. Et même pendant la finale internationale, il y en a qui ont fait des lettres. Il n'y avait pas seulement des biologistes, il n'y avait pas seulement des gens de sciences biologiques. Non, non. Il y avait des personnes qui ont fait des lettres. Il y a même des personnes qui ont fait la psychologie, qui viennent expliquer. Mais le but ici, c'est d'expliquer la manière la plus simple possible. Et c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire, si un vendeur de garba, il est assis, il doit pouvoir comprendre l'essentiel de tes travaux de thèse. En fait, c'est le but vraiment qui est là. Et là, c'est mis de façon englobée, comme je l'ai dit. Ce sont les grandes parties. C'est une structuration qui est, je peux dire, universelle. Parce que tous les textes de MT180 vont se structurer comme ça. Maintenant, à chacun de voir comment est-ce qu'il peut agrémenter son texte pour être le plus, pour se démarquer le plus lors de la compétition. Et après cette structure-là, on peut maintenant parler de la pratique, c'est-à-dire comment chacun se prépare. Voilà, la préparation, elle est vraiment personnelle, mais de façon générale, comment chacun peut se préparer, voilà, pour, pour vraiment être parmi les lauréats. Parce que même si le jury change, on est tous d'accord que si tu fais une bonne prestation, quel que soit le jury, tu as une chance au moins d'être parmi les lauréats. Voilà. Donc, l'entraînement ici va s'articuler d'abord autour de plus ou moins se rapprocher. Mais avant de commencer cette partie, j'aimerais remercier les coachs, nos coachs de l'Université Nanga Bourgois, qui vraiment ont donné de leur temps pour former tous les candidats de l'université. Et grâce à leur formation, sur les 4 prix de la finale nationale, l'Université Nanga Bourgois a eu 3 prix. Voilà. Et ces coachs-là sont notamment Dr Kwame Gervais et Dr Manizan et le coach Emmanuel, mon dévancier, Kwame Emmanuel, qui a été lauréat aussi en 2023, qui n'ont jamais cessé de nous suivre, voilà, de nous suivre. Et après, il y avait mon coach personnel aussi qui m'a aidé dans vraiment des choses que je ne maîtrisais pas, qui est actuellement vice-président du SENA, Kwasi Alex. Voilà, donc c'est pour, j'entame comme ça parce que ce que je vais dire. Donc déjà, le premier point ici que j'ai mis, c'est se rapprocher des anciens lauréats du concours et des personnes qui pourraient nous aider. Et les personnes que j'ai citées tout de suite sont ces personnes-là qui ont été des anciens lauréats du concours de l'Université Nanga Bourgois. Et les personnes qui pourraient nous aider regardent plus ou moins nos difficultés. Voilà, moi par exemple, c'est vrai que je parle, c'est vrai que j'ai une voix qui est audible, mais côté gestuel, côté présence scénique, j'étais nul. Il faudrait qu'on se dise, j'étais vraiment nul. Et il y a quelqu'un dans mon entourage qui maîtrisait vraiment ce domaine-là. Donc, je me suis approché de cette personne pour lui dire, bon, sincèrement, voici ce que moi, ce qui me fatigue et voici ce que je veux. Donc, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Et on a travaillé ensemble. Voilà. Et je vais passer un peu plus de temps ici parce que déjà, MT180, il y a plusieurs étapes. Il y a la première phase universitaire c'est une présélection pour la finale universitaire. Donc, la première phase universitaire, bon, là, j'ai été deuxième. J'ai été deuxième. Voilà. Et après cette phase-là, j'ai vu mes lacunes. J'ai vu mes lacunes et je me suis approché des personnes qui pouvaient m'aider. Et en m'approchant de ces personnes qui pouvaient m'aider, j'ai travaillé avec ces personnes-là. Je n'ai pas regardé le niveau, je n'ai rien regardé d'autre. Non, non. Si tu vois que c'est une personne qui peut-être je peux dire qui est en licence 1, qui peut t'aider dans ce truc-là, tu t'approches de cette personne pour que cette personne t'aide. Et c'est ce que j'ai fait. Il y avait même des cadets de licence 2 qui étaient là, qui apportaient leur touche à ma présentation pour dire non, grand frère, fais ci, fais ça, faut pas faire comme ça. Je pense que si tu fais comme ça va bien aller. Et à la finale universitaire, bon, par la grâce de Dieu, j'ai été premier. Et malgré ça, il y avait encore des choses qui n'étaient pas bien nettes. Et je me suis encore approché des personnes qui pouvaient m'aider dans ce sens-là. Voilà, pouvoir parfaire encore ma présentation parce que c'est à la finale nationale maintenant qu'on va.
Et je n'ai pas hésité à m'approcher encore des personnes qui pouvaient m'aider. Je n'ai pas regardé, bon, cette personne elle est petite, elle est grande, non, non, non. Il y a ce que je veux. Voilà, il y a ce que je veux me former. Du coup, je vais vers une personne qui peut m'aider. Donc, après ça, chacun a donné ce qu'il pouvait donner et à la finale nationale, ça a donné ce que ça a donné. Voilà. Donc, c'est pour vraiment insister sur le fait de se rapprocher des personnes qui pourraient nous aider, quel que soit le domaine, même si c'est MT100, même si c'est au niveau de notre thèse. Si on sait qu'il y a ce petit-là qui peut nous aider, on s'approche de ce petit-là pour qu'il puisse nous aider à, à atteindre nos objectifs. Voilà. Le deuxième point, c'est connaître ses capacités, ses défauts afin de mieux se préparer. Voilà. Tu sais, par exemple, que tu n'as pas une belle voix. Un exemple, tu n'as pas une belle voix. Quand tu parles, bon, ça énerve tout le monde. Tu t'approches d'une personne qui peut t'aider à améliorer ça. Maintenant, comme tu connais tes capacités, tu accentues encore sur tes capacités. Voilà. Et après, pour préparer, quel que soit le concours d'art oratoire ou de vulgarisation scientifique qu'on veut préparer, il faut s'intéresser aux techniques d'art oratoire. Parce qu'en tant que chercheur, on va faire nos recherches, mais à un certain moment, on sera amené à partager nos recherches, même si ce n'est pas devant des professeurs et tout, à partager nos recherches pour qu'on soit compris. Et si on ne sait pas partager nos recherches, ignorer, même si ce n'est pas dans le cadre du MD180. Mais hormis le cadre d'un concours de vulgarisation scientifique, tout chercheur vraiment doit s'intéresser à ça. Doit s'intéresser à comment mieux vulgariser ses travaux. Voilà, même si c'est minime. Actuellement, on a TikTok. Voilà, je me souviens que je partais sur TikTok. Il y a une page où on te disait, bon, lis ce paragraphe en 2 minutes, de la manière la plus audible possible. Et je prends, je lis, je prends, je lis. Ces petits trucs-là, ces petits détails-là vraiment forment. Voilà, c'est vraiment un minimisme, mais ça forme en fait. Et ce quatrième point qui est faire les pitchs d'1 minute, ces pitchs-là, moi, je les ai découverts lors de la formation de l'an passé avec M. Bola, voilà, qui nous a obligés. Au départ, on était un peu, on ne maîtrisait pas franchement, voilà. Mais il nous a obligés à faire des pitchs d'1 minute de notre thèse afin d'être impactant lorsqu'on croise quelqu'un. Voilà. Et ces pitchs-là vraiment m'ont aidé. Et chacun peut s'entraîner à faire des pitchs de ses travaux, c'est-à-dire l'accroche, la méthodologie, les résultats, l'impact et une chute en 1 minute. Ça forme aussi. Franchement, ça forme. Et aussi avoir des personnes qui nous motivent. Parce qu'arrivé à un certain moment, même au niveau des MT180, moi je voulais abandonner. Il ne faudrait pas qu'on s'émane. Parce que à la première formation au niveau national, ce qu'on nous a fait comprendre, moi je dis, si c'est comme ça, moi je laisse tomber, je ne comprends plus rien. Et avoir des personnes qui peuvent nous aider, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Moi, j'ai un ami de tous les jours, Oro Nicolas, beaucoup le connaissent, je sais, qui, quand c'est un peu bizarre, on discute et puis il me dit non, fais comme ci, fais comme ça, allons-y, faisons comme ci. Voilà, il a été lauréat également au niveau universitaire, on a fait la finale nationale ensemble. Et à chaque fois, on s'est galvanisé comme ça pour dire, bon, c'est vrai qu'on nous a dit ça, mais entraînons-nous, faisons comme ça peut donner. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que je peux partager et je suis convaincu que par vos questions, je pourrais aborder ou bien approfondir certaines parties de, de, voilà, de cette partie-là. Et le but aussi, c'est de bien maîtriser et être en symbiose avec son test, ainsi que la gestuelle. Voilà. Lorsqu'on s'approprie quelque chose, ça devient naturel. En fait, c'est le but des MT180 qui est là. Souvent, on a tendance à être trop scientifique pour dire, bon, moi, le thème qui est là, je ne peux pas le rendre, je peux pas le rendre facile à comprendre parce que c'est un thème qui est trop technique. C'est l'erreur vraiment à éviter. Il faudrait vraiment être le plus naturel possible, le plus simple possible. Voilà, donc je pense que là, j'en ai fini avec les présentations de façon englobée. Après, Oui, on pourrait rentrer à des questions. merci encore, hein, docteur Ki.
Alors, je pense que tu as fait tes deux présentations concernant ton parcours doctoral et surtout les obstacles rencontrés. Et en deuxième lieu, tu es Oui, parti sur les questions relatives à ta participation au concours ma thèse en 180 secondes. Alors, moi, une question que je voudrais oui, oui, te poser, qui est revenue des questions des apprenants et des auditeurs ici présents, c'est alors, oui. comment est-ce que, où est-ce que tu as fait déjà tes recherches? Parce que c'est une difficulté. Tu as fait ta recherche en Côte d'Ivoire. Ok. Est-ce que c'est dans une seule zone, dans plusieurs zones? Et comment est-ce que tu as financé la recherche? Est-ce que tu avais une bourse? Est-ce que tu avais un moyen pour financer la recherche? Quels étaient ceux ou ces moyens? Ok, merci beaucoup pour votre question. Déjà, il faut comprendre que j'ai fait mes recherches dans ce qu'on appelle le bassin anacardier ivoirien, c'est-à-dire la moitié nord de la Côte d'Ivoire. On prend Abengouro, Anigleko, Bondoukou, Luna, Yamsokro, Katiola, Korogo, Bundiali, Niakara, on prend également Odiéné, Touba, bon, toute cette zone-là, c'est-à-dire on prend toutes les villes de la moitié nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai fait mes recherches dans ces différentes localités-là. Et c'est sur un an que j'ai fait mes échantillonnages. C'est-à-dire, j'ai fait mes échantillonnages sur un an normalement, mais avec certaines difficultés, je me suis retrouvé à faire ces échantillonnages sur 2 ans. Voilà. Maintenant, sur 2 ans, parce que c'est un projet, voilà, un projet sur l'anacarde, voilà. Et j'avais certaines facilités, on peut le dire, pour certaines missions. Mais après, pour d'autres missions, je devais moi-même me démerder pour y arriver, aller dans les villages. Alors, on sait tous qu'au nord, ou bien, on sait tous qu'au nord, ou aller dans les champs, c'est un peu compliqué si on n'a pas son véhicule, tout et tout. Donc, déjà, ce projet m'aidait, voilà, en partie, je peux dire en partie, à faire mes échantillonnages. Et après, à un certain moment, je devais faire mes échantillonnages dans une période qui n'était pas propice à la période de mission de ce projet-là. Du coup, j'étais obligé de faire moi-même ce voyage et aller dans une ville, ou bien aller dans plusieurs villes et pour se trouver un logement et aller dans des villages, changer de ville à chaque fois. Bon, ça, c'était un peu complexe. Voilà, c'était un peu complexe par rapport à quand tu as peut-être ici 3 villes et puis bon, tu te promènes là. Donc, je pense avoir bien répondu à votre question. Oui, bien sûr. Maintenant, la question du financement. Quand vous dites que vous êtes démerdé, est-ce que vous pouvez être plus précis? Qu'est-ce que vous faisiez de façon pratique pour que pour répondre à ces besoins financiers-là, pour avoir Ok, ces moyens? ok, ok. Déjà, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est vrai que j'étais sur un projet, mais le projet ne peut pas combler tous mes besoins, franchement. Et déjà au niveau du matériel, il y avait des besoins au niveau du matériel. Et pour ça, il fallait vraiment trouver les moyens, voilà, pour avoir ce matériel-là, pour faire ces missions aussi. Parce qu'il y a des missions qui n'étaient pas gérées par eux. Et moi, j'enseignais dans une université privée, voilà, en tant que doctorant, parce qu'il y a bon nombre de mes amis doctorants qui se disent non, que tant que tu n'es pas docteur, tu ne peux pas enseigner dans une université privée et tout et tout. Moi, j'enseigne dans une université privée avec mon master. Voilà. Et déjà, à partir du master, et même ici en France, ceux qui viennent nous enseigner, il n'y a pas de docteur. Ce sont des bacs plus 5 et tous, mais ce sont des professionnels. Donc, c'est pour dire que du moment que tu as un bac plus 5 dans un domaine, c'est que tu peux enseigner dans ce domaine. Hmm. Donc, moi, j'avais ce stéréotype à vous dire, tant que je n'ai pas la tête, je ne peux pas aller postuler dans les universités privées. Mais non, je suis allé et il y a des universités privées qui m'ont appelé par rapport à ce que je peux leur apporter. Voilà, il y a aussi le fait que certains disent, bon, ça, c'est une réalité. On n'a pas l'autorisation d'enseignement. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des universités privées qui acceptent par compétence. Voilà, du moment que tu peux leur apporter quelque chose, donc c'est ce que moi je faisais. Et par rapport à ça, j'arrivais à avoir un peu d'argent. Et puis bon, je, je,
Si je peux aller, je vais dans une ville. Quand je finis, peut-être je reviens. Si j'ai la possibilité, je vais dans une autre ville. Quand je finis, je reviens. Voilà, pour moi, c'est l'échantillonnage. D'accord. Alors, je vais laisser une question par un micro. Qui voudrait poser une question directement au docteur qui pour la suite? Vous ouvrez votre micro, une personne, vous ouvrez votre micro et puis vous posez la question. D'accord. Il n'y a pas de question. Alors, donc, je vais continuer avec les questions relatives. Alors, durant l'inscription, il y a eu plusieurs questions qui sont remontées. Parmi de ces questions, je lis, euh, vous avez parlé de résilience, vous avez parlé des contraintes budgétaires. Alors, quelqu'un demande ici, quelles méthodes vous ont permis de garder la motivation au quotidien, sachant que la thèse est un marathon? Comment vous avez fait pratiquement? Vous avez dit que vous avez échangé avec des gens. C'était quoi votre... Et vous avez Oui, parlé de comment vous revigorisez votre énergie. Quelles sont les oui. activités, les actions que vous menez dans ce sens-là? Hmm. Bon, déjà, la motivation, je pense que déjà, elle est personnelle parce que quand on commence une thèse, on se dit, bon, on sait pourquoi on commence cette thèse-là. Voilà, on sait pourquoi on commence cette thèse-là. Donc, c'est l'objectif d'abord. Maintenant, il peut arriver des moments où bon, on est fatigué, on est un peu découragé. Moi, ce que je faisais, c'est un emploi du temps que je faisais je pense bien sûr, sur Word, voilà, avec Google Agenda, je connais. Après, je copiais et je faisais l'emploi du temps par rapport à mes différentes tâches et je les classais par priorité. Et puis, je colle sur le dos de ma porte, la porte de ma chambre. Voilà, comme ça, quand j'ai tendance à oublier ce que je dois faire, le truc est là, je regarde et je me force à aller travailler, à aller faire. Voilà, donc, hormis ça, discuter avec des gens aussi nous permet de nous en sortir dans cette histoire-là. Et, bon, je ne vais pas parler d'activité sportive parce que chacun a ce qu'il fait qui le détend. Voilà, mais être focus sur son objectif et puis avoir un plan bien défini parce que souvent on se dit dans la bouche que bon, demain je vais faire ça, je vais faire ça. Mais si on a un emploi du temps qui est écrit, qui est collé, peut-être qui est vu chaque matin, tu te réveilles, tu vois cet emploi du temps-là, ça peut aussi être un moyen pour t'aider à, comment on appelle ça, à avancer, quelles que soient les difficultés, à toujours avancer, voilà, parce qu'on a un Tout à fait. objectif et on a la méthodologie. Tout à fait. D'accord. Merci déjà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un qui voudrait poser une question directement via le micro? Alors, je souhaite qu'on soit vraiment ouvert, hein. Nous sommes dans une logique de partage d'expérience. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. D'accord. Bon. Alors, ici, je vois 20 personnes, 25, 20 à 22 personnes connectées. D'accord. Oui, monsieur Gustave Tchemele, allez-y, vous avez la parole. D'accord, merci bien, M. Boula. Bon, pour moi, ce n'est pas une question en tant que telle. Oui, C'est un remerciement que je voudrais vous adresser et également avec qui. Parce que d'accord. souvent, lorsqu'on est seul dans son coin, on pense qu'on est le seul à avoir des difficultés liées à notre thèse. Oui, Et on comprend par ces interventions que même un esprit brillant comme comme Dr. Ki, a pu connaître des difficultés qu'il a surmontées au fur et à mesure. tout à fait, tout à fait. Donc déjà, ça, c'est motivant. C'est motivant. Maintenant, aux autres camarades, c'est de se dire que c'est l'obstacle en fait qui fait le chemin. Exactement. Face aux difficultés, c'est d'avoir les yeux rivés vers l'objectif final. Je pense que ça peut constituer un moment de motivation. C'est Voilà, merci excellent. bien. Merci encore à vous, M. Tchemele. C'est une très, très, très bonne contribution. Alors, M. Tchemele a donné sa contribution. Nous restons ouverts, hein. Nous sommes dans une logique d'échange. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Alors, si vous voulez parler, vous levez la main, je vous interroge et puis par la suite, vous pouvez poser votre question. Alors, docteur Ki, vu qu'il n'y a pas de question, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez trois conseils, orientations que vous pouvez donner pour toutes les personnes qui nous suivent? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, allez-y. Ok, d'accord. Déjà, ces trois conseils pratiques qui m'ont vraiment aidé. Voilà, comme M. Gustave l'a dit, ce sont les obstacles qui créent le chemin. Et par rapport à ces obstacles-là, voilà, on se ferait un chemin, puis on arrive à trouver des solutions, tout et tout. Donc, comme conseil pratique déjà, il faut avoir un bon programme quotidien qui est réaliste. Voilà, parce que souvent on minimise le fait de travailler 1 heure par jour, on minimise le fait de travailler 1h30 par jour. Or, c'est vraiment quelque chose d'impactant. Voilà. On a tendance à, bon, en tant qu'étudiant, souvent on a tendance à bosser à la veille, soit des examens ou bien pendant les périodes de révision des examens. Et quand ça nous suit, ça devient compliqué. Donc, si on a un programme, moi c'est une proposition après, voilà. Si on a un programme quotidien qui est réaliste, se dire par exemple du lundi au vendredi, Oui. voilà, moi je vais utiliser 1 heure du temps, 1 heure de mes 24 heures à consacrer à ma thèse, quelle que soit mon activité. Je pense déjà que dans la semaine, on aura consacré 5 heures à la thèse. Et au fur et à mesure, on va voir qu'on avance. Voilà. Même si c'est un peu, on avance quand même. Ça veut dire qu'on n'est pas à la traîne. On dit, bon, je vais me lever pour faire 2 mois, 1 mois plein en train de me concentrer sur la thèse. Parce qu'après, ça fatigue le cerveau. Donc, Tout à travailler fait. de façon disciplinée, voilà, de façon disciplinée par jour, moi, c'est un conseil pratique parce que c'est vraiment efficace. Voilà, je l'ai expérimenté et je sais que c'est vraiment efficace. Voilà. Et aussi, toujours avoir un plan B dans la thèse. Voilà. Toujours avoir un plan B dans la thèse. C'est vrai, on fait un programme, mais se figer sur ce programme-là pour dire, bon, moi, ce mois, je dois faire telle chose. Mais ici, cette chose-là se bloque. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, toujours prévoir un plan B, voire même un plan C. Souvent, d'autres diront non, quand tu prévois un plan B et un plan C, ça veut dire que tu ne vas pas bien te donner dans le plan A. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai vu, mais je me dis qu'il faut toujours avoir un plan B pour ne pas être à la traîne, en fait, pour ne pas être assis à ne rien faire pendant un certain moment et puis prévenir après. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, Tout toujours à avoir fait. un plan B, voilà, dans la thèse pour dire, bon, je fais telle chose, si ça ne marche pas, je vais faire telle chose. Parce qu'il y a plein d'aspects dans la thèse. Il y a le volet rédactionnel qui est là, il y a le volet collecte de données qui est là, il y a le volet analyse de données qui est là, il y a le volet manipulation qui est là. Il y a tellement de volets. Arrivé à un certain moment, j'arrivais pas à analyser certaines de mes données. J'ai commencé à faire mon PowerPoint de ce que j'avais déjà fait. J'ai commencé à monter le squelette de mon PowerPoint de la thèse. J'ai commencé à monter ça parce que je me dis que c'est un truc, ce que je ne fais pas maintenant, forcément, ça va me rattraper. Donc, Tout à fait. si je le fais maintenant par rapport à une difficulté que j'ai, quand le moment va arriver, j'aurai le temps déjà. Donc, ça m'a vraiment aidé. J'ai fait seulement peut-être une semaine à peaufiner mon PowerPoint pour faire la soutenance. Parce que j'avais déjà préparé quelque chose en amont. Donc, toujours trouver un plan B, toujours trouver quelque chose à faire. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et puis, le troisième point que je voudrais dire, voilà, c'est d'apprendre à vulgariser et à communiquer son travail ainsi que ses difficultés. Voilà, parce que souvent, dans la majorité des cas, on fait de belles thèses, mais on a du mal à vulgariser ça. C'est-à-dire, on finit de soutenir, et quand on finit de soutenir, bon, on est recruté comme un chercheur ou chercheur, et c'est tout. Voilà. Ou bien on se limite seulement à la vulgarisation par rapport à la publication d'articles scientifiques. Or, il y a plusieurs types de vulgarisation. Plusieurs types de vulgarisation. Et ces vulgarisations, vous avez parlé l'année passée dans vos formations, telles que le personal branding au niveau des réseaux sociaux, tout et tout, Tout à comme fait. LinkedIn. Voilà. Moi, je vais prendre l'exemple de quelqu'un de façon pratique. Voilà. Pas mon exemple, mais de façon pratique. Il y a Oro Nicolas Roland. Comme ça, sur sa page LinkedIn, il ne parle que de poissons, que de tout ce qui est en rapport avec l'écosystème aquatique. Tout. Il s'est créé un personal brand dans ce sens-là. Oui. On a dit. Là, n'est pas le débat.
le reste, c'est l'esprit. Non, attends. Non. La dernière fois, on dit qu'ils sont partis là. Ils ont fait fort. Mais je sais, j'ai demandé. Non, c'est sûr que tu veux mettre la main. Attends. Pas qu'à dire combien. D'accord. Voilà. Ok. Si moi j'avais quelqu'un dans ce domaine, je ne vais pas hésiter à l'appeler. Donc, la vulgarisation ne se limite pas seulement sur comment il y a d'autres aspects. LinkedIn, il y a comment animer sa page, comment créer un compte recherche kit, comment créer un compte Google Scholar, comment mettre comment on appelle ça, en valeur ses résultats. Et même au niveau du mémoire de master, parce que pratiquement tout le monde a déjà soutenu un master en tant que doctorant. Oui. J'ai fait un article scientifique avec mon master avant de Oui. faire des articles scientifiques avec ma thèse. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire déjà parce que souvent on se dit, bon, on finit de faire le master, c'est fini, bon, c'est tout. Or, on peut déjà commencer sur ça. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, vraiment, miser sur la vulgarisation. Parce qu'en vrai, il y en a qui ne savent rien faire, hormis nous, on est compétents que, mais comme ils savent bien vulgariser, c'est eux seulement qu'on voit. C'est ça. Voilà, donc, il y a ça qui est là. Et au niveau du défi, au niveau des défis, c'est une proposition. Bon, c'est une proposition, je pense que ça va vraiment Oui, aider. allez-y, bien sûr. Allez-y. À partir de la semaine prochaine, si Mhm. quelqu'un peut bloquer 90 minutes par jour, voilà, 90 minutes par jour, pour avancer sur une partie concrète de sa thèse. Mhm. Tout Voilà. à fait. Ça, c'est hormis les manipulations au laboratoire, parce qu'on s'est dit que c'est quelque chose qui est normal. Mais Oui. hormis tout ça, trouver 1h30 par jour ou 1 heure par jour pour se concentrer sur un aspect de sa thèse nous permet d'avancer quand même, d'être constant dans l'avancement. Tout à fait. Et les outils que moi j'ai eu à utiliser qui sont nécessaires vraiment à tout ça, il y a la méthode d'Eisenhower. En toute franchise, cette méthode, je l'ai découverte encore lors de vos formations l'année Oui. dernière. Et lorsque j'ai vu, j'ai dit, ah, ok. Et quand j'ai commencé à mettre cela en pratique, franchement, ça Oui. m'a aidé. Parce qu'arrivé au moment de la thèse, on ne sait plus quelle activité est prioritaire à quelle activité. On est un peu Mhm. mélangé, on sait quoi Tout avant à fait. quoi. Donc, cette méthode d'Eisenhower nous permet de classer nos différentes tâches par priorité afin d'être efficace dans la thèse. Voilà. Afin d'être efficace dans la thèse, du coup, c'est un outil qui est nécessaire pour vraiment être efficace et faire des choses dans leur temps. Et Bien après, sûr. il y a le Google Agenda. Le Google Agenda qui nous permet de faire un programme bien établi, de faire un emploi du temps. Et ce Google Agenda nous fait aussi des rappels. C'est sur notre téléphone. Notre téléphone, on l'a toujours, on le manipule toujours. Donc, ce Google Agenda nous permet de faire un emploi du temps, d'avoir des rappels sur les activités qui sont importantes pour nous et d'avoir un œil sur ce qu'on fait. Voilà, Bien donc, sûr. les deux outils nécessaires que je peux proposer qui pourront D'accord. aider à être plus efficace. Alors, docteur Ki, moi, je vous dis déjà merci. Hein. Merci pour cette brillante intervention. Je vais peut-être encore laisser une question du public. Est-ce qu'il y a une personne, j'ai cru entendre un son venant de Google Meet. Donnez-moi un instant. Ok, il y a Rose de Lima qui veut poser une question. Rose de Lima, vous avez la parole. Ouvrez votre micro et posez votre question. Oui, bonsoir, Monsieur Bakary. Merci beaucoup. Merci Mhm. aussi au docteur Kiabou pour son intervention et pour les conseils pratiques qu'il nous donne. Mais Très moi, bien. j'ai une question. Allez-y. Par rapport à nous qui ne sommes pas en thèse, Oui, déjà, il est en train de plus nous parler de comment avancer et progresser sur une thèse. Et oui, oui. nous ne sommes pas encore en thèse, nous sommes encore peut-être en master 1 ou encore étudiants en licence 3. D'accord. Et on n'a pas peut-être cette volonté-là d'arriver jusqu'à la thèse. Bien sûr. Quel conseil il peut nous donner par rapport à cela? Parce que il nous motive plus à faire une thèse, mais bon, Oui, nous, on n'est oui. pas encore arrivé là-bas. Ah, tout à fait, tout à fait. D'accord. Donc, docteur Ki, vous avez la parole. Hein. Merci beaucoup, Rose Delima, pour votre question. En fait, c'est vrai que c'est un peu plus focus sur la thèse, mais ces méthodes-là sont universelles. Voilà, ces méthodes sont universelles. Gérer son temps, c'est universel. Que tu sois en master, que tu sois en licence 3, il faudrait que tu puisses apprendre à. Donc, forcément, la méthode te sera utile.
de classer tout ce que tu dois faire en licence 3 par priorité. Peut-être à part le coach, tu as d'autres choses à faire. Et si tu as plusieurs activités à gérer, cette méthode-là va t'aider à être efficace sur toutes ces activités-là. Voilà. Et en plus de ça, le deuxième outil qui est le Google Agenda aussi aide de façon universelle. Voilà, ça aide de façon universelle à avoir un emploi du temps bien précis, à savoir ce que je dois faire à telle date, telle date, telle date, et aussi à être discipliné. Voilà, c'est vrai que c'est plus focus sur actuellement la thèse, mais ces méthodes-là sont générales. Voilà, ces méthodes-là sont générales et peuvent aider même un vendeur, même un commerçant. Voilà, la méthode des anneaux peut l'aider dans son commerce. C'est-à-dire, s'il doit peut-être acheter tel ou tel produit, s'il doit peut-être aller vendre, s'il doit faire telle ou telle activité, cette méthode-là lui permet de placer toutes ses activités par priorité et de faire ce qui est important et urgent avant toute chose. Donc, je pense que c'est quelque chose de général. Voilà. Tout à fait. Peut-être même pour ajouter à ce que M. Ki dit, c'est que Rose de Lima, si vous apprenez en fait ce qui est dur, comme la thèse, tout ce qui est méthode de conduite de thèse, ce qui est beaucoup plus facile comme le Master 2, par rapport à la thèse bien sûr, ou la licence 3, ça devient beaucoup plus aisé. Donc c'est vrai que on a mis un accent sur le doctorant, mais c'est pour tous ceux qui préparent un mémoire à différents niveaux, L3, M2 ou en D3. C'est bon, Lima? D'accord. Alors, Miss Rose, c'est bon? Oui, ça me va, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me va. Merci aussi à vous. Alors, moi, je suis ravi de voir que au-delà des doctorants, il y a aussi des masters qui ont participé. Ça prouve que le programme attire l'attirance, correspond aux besoins, en fait, d'une grande population. Et au-delà, j'ai discuté, docteur Ki, si tu me permets, de parler un peu de, de je dis, du syndrome comme ça, euh, de l'imposteur, s'il te plaît. Tu me permets, je peux? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, il n'y a pas très longtemps, quand j'ai discuté avec docteur Ki, il s'est dit, ben, écoute, monsieur Bola, c'est un peu compliqué parce que les gens qui vont se connecter, c'est des gens qui ont commencé leur doctorat avant moi, c'est des gens qui sont bien meilleurs par rapport à moi, qu'est-ce que je peux leur dire, etc. Et je lui ai dit oui, je ne l'ai pas forcément choisi parce qu'il a eu une thèse ou parce qu'il a gagné le concours. Le concours et la thèse, en fait, qu'il a réussi à faire, c'est vraiment dire qu'il a traversé des difficultés. Et on ne voit pas les difficultés très souvent quand quelqu'un réussit. On voit juste le succès affiché, mais on ne voit pas le travail qui est derrière. Donc je lui ai dit, il est légitime de parler de tout ce qu'il a fait derrière. Et il en va de même pour tout le monde ici connecté. Chacun de vous a un parcours qui n'est pas encore achevé, mais chacun de ces parcours-là est intéressant à partager. De chacun de vos parcours, on peut tirer de belles leçons. Que vous soyez professeur, que vous soyez docteur, doctorant en M2 ou en licence 3, chacun de vous a eu une difficulté et puis dans chacune de ces difficultés, a travaillé à trouver des solutions. Ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et c'est un caractère qui est très fort chez les Africains parce que notre écosystème qui n'est pas déjà préparé, notre écosystème d'apprentissage, je veux dire, en termes d'éducation de niveau supérieur, d'enseignement supérieur, c'est qu'on n'a pas toujours tous les moyens, mais on sait travailler pour trouver les moyens au fur et à mesure pour y arriver. Donc, c'était vraiment ça l'élément clé que je voulais faire ressortir. Et je profite pour faire un appel à candidature. S'il y a des personnes parmi vous qui pensez que vous pouvez partager quelque chose sur votre expérience, nous sommes ouverts, ok? Vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp directement, vous pouvez me contacter en ligne, d'accord? Donc, j'attaque donc l'un des derniers points. Alors, nous avons donc une prochaine conférence qui est pressentie. La conférence qui est pressentie, c'est la conférence Exchange. Alors, je précise que la conférence inspire, c'est pour partager son expérience, ok? Mais la conférence exchange, c'est pour partager de la compétence, d'accord? Alors, la prochaine conférence exchange, il y a deux thèmes qui sont pressentis, c'est l'IA et la recherche
ou bien la communication scientifique. Alors, donc, il y a un troisième aussi qui est pressenti. Ce qu'on fera tout à l'heure, c'est que dans le groupe WhatsApp, et comme j'ai les mails de chacun de vous, je vous enverrai un formulaire simple, un formulaire que vous pouvez compléter juste en 20 secondes. Ce formulaire-là, il ne va même pas vous demander votre nom et votre prénom, vu que vous avez participé à cette, euh, comment on appelle ça, à cette conférence. Ce formulaire, vous allez juste ranger par ordre de priorité la conférence que vous voulez. Donc, le thème, moi j'ai les compétences pour partager sur ces thèmes-là. J'ai aussi des personnes qui sont disponibles pour partager sur ces thématiques-là. Donc, en fonction du thème choisi, nous allons commencer la promotion comme nous avons fait pour ce programme-ci. Et puis, l'idée derrière, c'est de pouvoir partager au grand maximum la compétence que chacun de nous a acquis dans son parcours doctoral. Priva, tu as une question avant qu'on ne termine? Bonjour à tous, bonjour docteur Ki. Bonjour, monsieur Kwasi. Oui, je suis docteur Kwasi Priva, j'interviens depuis Bouaké. Excellent, excellent. Allez-y. D'accord, je n'ai que des mots de remerciement et puis de félicitations à l'endroit de docteur Ki, parce que moi-même, j'ai participé également au MT 180 en 2023, qui a été remporté par Emmanuel Kwame, qui est par ailleurs son aîné. Oui, effectivement. Voilà, et donc c'est à travers ces statuts WhatsApp que j'ai vu le lien, donc j'ai profité de l'occasion pour me connecter et puis voilà, adresser mes mots de félicitations à l'endroit du docteur Ki pour sa victoire au niveau de la finale nationale du MT 180 et puis voilà, le prix remporté à l'international. Merci beaucoup, merci. D'accord. Docteur Priva, docteur Kwasi, merci encore pour votre contribution. Je pense que notre conférence de ce jour tire à sa fin. Nous sommes juste dans la 1h40 secondes. Moi, je remercie chacun de vous pour votre participation, pour les questions que vous avez laissées dans le chat, dans le formulaire d'inscription, parce que ça nous a permis d'avoir un chronogramme pour ce programme. Et on va se dire donc à samedi prochain pour la prochaine conférence. Merci à chacun de vous. Docteur Ki, encore tous mes remerciements pour votre disponibilité. Vous êtes en France en ce moment pour encore une recherche en Master 2. Vous pouvez juste expliquer ça pour qu'on s'arrête là-dessus. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Après le doctorat encore, vous avez continué en Master 2. Expliquez juste là. En fait, c'est une formation d'expertise naturaliste et gestion de la biodiversité. Voilà, c'est plus ou moins avoir des techniques innovantes de développement durable. Vu qu'en plus de ma thèse, je voudrais aussi être un acteur du développement durable. Très bien. Donc, je dis que me former dans ce domaine-là pourra vraiment m'aider. Super. Alors, je pense que c'est très bien dit. Docteur Ki, moi, je vous remercie parce que vous avez vraiment cet esprit d'excellence, cet esprit d'amélioration continue. Et je crois que c'est ce que chacun de nous va développer durant tout son parcours doctoral, mais durant aussi les échanges que nous aurons au fur et à mesure. Merci à chacun de vous. Excellent week-end et que Dieu nous garde.